On continue avec une filière d'importance pour la région. Cette fois-ci, on a parlé bio. Maintenant, on va parler des productions de semences, qui est aussi l'Occitanie est aussi une grande région productrice. Donc, Régis, je te laisse, voilà, pareil, la parole. 30 secondes. 30 minutes, ouais, pardon, là, ce cas-là. Donc, je m'appelle Régis Boisseau, je suis délégué régional de SEMAE Sud-Ouest. Content d'intervenir juste après l'intervention sur les semences bio, parce que c'est un sujet, enfin sur la production bio, parce que les semences bio, c'est un sujet qu'on travaille, et particulièrement en Occitanie, en partenariat avec Interbio. Et c'est en fait beaucoup de ce que je vais dire sur la diversification. En fait, on a beaucoup de points communs, parce que le raisonnement collectif, la contractualisation, tout ça, c'est des choses qu'on travaille tous les jours dans notre filière. Et la diversification, moi, je suis fermement persuadé que c'est sans doute une décision individuelle au niveau de l'agriculteur, mais que ça doit forcément s'inscrire dans une démarche ou une réflexion collective. Parce que c'est compliqué. Oui, ça sera mieux avec ça. C'est compliqué, oui, peut-être. C'est compliqué, en particulier en semences, de partir seul. Donc, pour défiler, c'est sur le clavier. Ok. Donc, je vais vous parler un petit peu de SEMAE en quelques mots en tant qu'interprofession, parce que je pense aussi que l'approche de filière, c'est quelque chose d'important, et je reviendrai sur la fin de mon propos pour développer ce type de production. Donc, SEMAE, c'est une vénérable institution qui date des années 60, qui avait pour objectif de développer, de structurer la filière semences en France dans un but de reconquérir notre autonomie semencière, alimentaire, agricole, et faire de la promotion aussi sur l'intérêt des semences, développer la compétitivité de l'agriculture, c'était dans ces axes-là, et sécuriser bien sûr notre alimentation. À l'origine, ça s'appelait le CNIS, et ça a évolué, et depuis quelques années, on a décidé de changer de nom parce qu'on a décidé aussi de s'ouvrir. On était une interprofession de l'interprofession et des professionnels, essentiellement tournée vers les agricultures et les grandes cultures conventionnelles, avec d'abord l'arrivée du bio et puis aujourd'hui une diversification, une diversité d'opérateurs dans le domaine des semences avec des artisans semenciers, des conservatoires botaniques. On a décidé de revoir un peu notre gouvernance et de s'ouvrir à cette diversité et d'être vraiment une interprofession au service de toutes les agricultures. Donc c'est ce qui a motivé notre changement de nom en 2021 en SEMAE, et en intégrant aussi une meilleure représentativité du monde agricole, en intégrant dans notre conseil d'administration des postes pour la FNSEA, les jeunes agriculteurs, la coordination rurale et la confédération paysanne. Alors, je parlerai rapidement, je vais passer rapidement sur l'émission de SEMAE. Bon, SEMAE, ça représente la filière semences, donc tous les acteurs de la filière. Il n'y a pas d'adhérents privés chez SEMAE. Ce n'est pas les entreprises qui adhèrent à notre interprofession, ce sont que des fédérations. Donc ce sont que des collectifs. Donc c'est une filière qui ne travaille que sur les sujets qui font consensus sur tous les acteurs et qui ne représentent aucun intérêt particulier. Et ça c'est important parce que ça nous donne une légitimité et une facilité de travail avec les pouvoirs publics, notamment pour défendre des dossiers. On est structuré au travers de 6 délégations, et moi je dirige la délégation Sud-Ouest, la plus grosse zone de production de semences de France. Alors ces acteurs de la filière, ils sont très divers. Ça va aller depuis la création des variétés, chose assez classique, mais aussi on a intégré maintenant les acteurs de la conservation. Donc tout ce qui est conservatoire botanique ou associations qui vont décider de conserver des variétés de tomates, des variétés de salades, parce que cette conservation, elle est indispensable pour la création. Aujourd'hui, on doit adapter les variétés aux nouvelles donnes de l'agriculture et aux nouvelles donnes du climat. Et pour construire ou créer ces nouvelles variétés, bien souvent, on se base sur des germplasmes, enfin des génétiques anciennes. Ensuite, on va avoir la multiplication, spécificité du système français. L'agriculteur, qu'on dit multiplicateur dans la filière, c'est un acteur à part entière de l'acte de production de semences. Dans la plupart des pays européens, le semencier loue des terres, fait les semis, fait les récoltes, et ainsi de suite. Là, en France, le semencier va passer des contrats de multiplication avec les agriculteurs. L'agriculteur va faire l'acte de multiplication et vendre sa récolte au semencier.
Donc on a 100% des cultures qui sont contractualisées en production de semences. Ensuite, les producteurs, c'est tous les établissements qui vont collecter ces semences pour les trier, les mettre en sac. La commercialisation et l'aspect logistique qui sont très importantes parce que on est sur des produits souvent pondéreux et puis il faut apporter les semences à ceux qui les utilisent et qui ne sont pas forcément dans les mêmes zones que ceux qui les produisent. Je prendrai qu'un exemple. 60% des semences de betteraves sont produites dans le sud-ouest. Je pense que je vais surprendre personne en disant qu'il n'y a pas 60% des betteraves racines qui sont produites dans le sud-ouest. Donc ces semences sont produites dans le sud-ouest au bénéfice de nos collègues qui plantent des betteraves dans le centre et le nord de la France. Et puis l'utilisation, parce qu'on fait des semences pour les consommateurs finaux. Les consommateurs finaux, sachant qu'on en a de grands types, les professionnels et les amateurs. Dans les amateurs, on va retrouver essentiellement les jardiniers. Et dans les professionnels, on va trouver les agriculteurs, mais aussi les transformateurs, puisque ces produits agricoles, ils peuvent être valorisés pour de l'alimentation humaine, pour des cultures de rente, mais aussi, et de plus en plus, pour des valorisations non alimentaires ou alors des produits très transformés. Donc ces besoins-là, on doit les intégrer notamment dès la phase de création des variétés. Alors on est une filière, on est une petite filière aussi, puisqu'on fait de l'ordre de 400 000 hectares en France, mais on est une filière d'un point économique significatif. On est le premier exportateur mondial de semences de grande culture et on dégage un chiffre d'affaires qui avoisine les 4 milliards d'euros, ce qui est quand même pas mal pour 400 000 hectares, avec certes une grande différence de chiffre d'affaires en fonction des espèces. Et on est une filière à vocation essentiellement d'export, puisque sur les grandes cultures, on va prendre maïs, tournesol, colza, plus de 60% de ce qu'on produit, c'est destiné à l'export. Donc c'est un peu ce qui nous différencie par rapport à la filière bio dont on vient de parler. Alors je vais me concentrer maintenant sur l'Occitanie. L'Occitanie, c'est une zone très importante en termes de production de semences. C'est la première région française de semences de blé dur, la deuxième en maïs. Et puis, on a des cultures qu'on produit quasiment que en Occitanie, en tout cas dans le sud-ouest de la France ou dans le sud-est, c'est les semences de pois chiches. En production de semences, juste après Nouvelle-Aquitaine, on a l'Occitanie. Donc le quart sud-ouest de la France produit de l'ordre de 30%, entre 25 et 30% des productions de semences nationales au total. On est une région de production de semences de toutes espèces, et j'y reviendrai parce qu'on a une grande diversité de produits. Et on est intéressant parce qu'on est précoce, il fait un peu plus chaud dans le sud-ouest de la France qu'ailleurs, et on est très compétitif pour cela, par exemple pour les productions de semences de colza, puisque le temps entre la récolte des semences et le ressemis par les agriculteurs est très court. Et dès lors qu'on peut gagner 2 ou 3 semaines en termes de précocité de récolte, c'est toujours ça pour permettre le triage et la chaîne logistique derrière. Comme on est une zone agroclimatique et pédoclimatique intéressante, on a des semenciers qui se sont installés, qui ont investi dans des usines de production de semences, et ça donne aussi un ancrage régional à ces productions. Aujourd'hui, une usine de production de semences, ça coûte à peu près une dizaine de millions d'euros. Donc c'est quelque chose où on espère que dès lors qu'ils ont investi, ils vont rester. Et puis on parlait il y a quelques minutes des productions biologiques, on est la 3e zone de production de semences biologiques. On essaye d'accompagner, mais avec la difficulté qui a été soulignée tout à l'heure, c'est qu'en production de semences, nous, on vise à minimum 2 à 3 ans les besoins pour pouvoir multiplier les générations d'avant. Donc les fluctuations fortes du marché rendent difficile l'adéquation entre les besoins et nos productions de semences. Les surfaces, dommage. Il y a un graphique qui n'a pas marché. Vous l'avez, je pense, vous avez l'image dans le document, je ne vais pas vérifier, des surfaces. Alors ça dit quoi ?
Oui, c'est peut-être pas très grave parce que c'est des statistiques et les statistiques, c'est pas toujours fascinant. Alors, comme j'ai pas la mémoire des chiffres, il faut que je regarde mon petit papier. Donc, une baisse en Occitanie de moins 10%, alors que au niveau national, on est plutôt entre moins 1 et moins 3 suivant les espèces. Ça s'explique parce que dans notre région sud-ouest, la plus grosse surface qu'on a, c'est le maïs semence. Et le maïs semence a subi une forte baisse globale. Et comme on a la grosse part de maïs semence dans le sud-ouest, ça explique qu'on ait une baisse de surface semence en Occitanie qui soit un peu plus importante que dans le reste de la France. Après, on est aussi très bien positionné en colza oléagineux. Et puis, on va retrouver des productions de luzerne qui s'est fort développée et sur lequel on a réellement un besoin de multiplication de semences et un petit peu de blé tendre. Et blé tendre et blé dur, des cultures qui ont continué de multiplier, mais c'est très très dur. Ça fait partie des productions de semences, et en particulier le blé dur qui s'érode d'année en année et qu'on a beaucoup de mal à maintenir. En Occitanie, on produit de la semence un peu dans tous les départements, mais particulièrement dans le Gers. C'est un département qui est très important, notamment par rapport à la diversité des produits qui sont multipliés, puisqu'on va avoir du maïs, on va avoir des oléagineux, on va avoir des semences potagères. Notre filière, elle est bien implantée en Occitanie, donc on a 25 stations de recherche, on a près de 3000 agriculteurs multiplicateurs, dont malheureusement le nombre s'érode d'année en année. Donc là aussi, s'il y a des agriculteurs qui sont intéressés, on a ne serait-ce que la problématique du renouvellement des générations qui va permettre de dégager des opportunités. Et puis, j'en ai un petit peu parlé, mais on a 67 sites de production, donc des sites physiques où on conditionne les semences, implantés dans la région. Et après 1752, alors le nombre peut paraître important, mais pour nous, un point de vente, un corner de semences potagères dans un Leclerc ou dans un Gamme Vert, pour nous, c'est un point de vente. Donc, ce qui explique qu'il y en ait un grand nombre. Alors, ce que je voulais partager avec vous ce matin, c'était quelques éléments pour essayer de caractériser notre filière semences et ses valeurs. D'abord, la diversité. Là, les chiffres que je vais vous donner, c'est uniquement en Occitanie. Et c'est pour vous montrer aussi le panel d'opportunités que peut représenter notre filière pour des agriculteurs, puisqu'on a des cultures un petit peu adaptées à toutes les structures d'exploitation, depuis les plus petites jusqu'aux plus grandes, avec cependant un point qui sera commun à toutes ces productions. Bon, c'est des productions contractuelles, je l'ai déjà dit, c'est des productions sur lesquelles il faudra l'irrigation. Pas d'irrigation, pas de semences, on va être clair. En espèces, 82 espèces multipliées en Occitanie pour près de 4000 variétés, parce que derrière, on a une diversité d'usages. Les semences qu'on produit sont destinées à toute l'Europe, voire même au-delà, et donc il faut avoir des variétés qui sont adaptées, d'un cycle court à cycle long, qui démarrent vite avec différents types d'utilisation. Donc près de 4000 variétés. Sachant qu'en plus, dans les espèces de grandes cultures, on a des variétés qui ont des durées de vie, qui sont des durées d'obsolescence, on va dire, qui sont assez courtes, puisque une variété, hormis vraiment si c'est une variété qui casse les codes et qui révolutionne, mais c'est de l'ordre de la durée de vie, c'est de l'ordre de 2 à 3 ans sur une variété standard. Donc il faut toujours innover, proposer de nouvelles variétés. Les acteurs qu'on va avoir dans notre filière de production de semences, ils sont très divers aussi. On va avoir des entreprises unipersonnelles, par exemple des producteurs de plants. On va avoir des TPE, des structures qui font de la sélection de quelques personnes, des PME, des ETI, des entreprises de taille intermédiaire et des multinationales. Tout ça, c'est la diversité des acteurs de la partie production de notre filière. Ensuite, les modes de production aussi. Ça peut être un élément de réflexion à prendre en compte par un agriculteur qui est intéressé par les semences, parce qu'on va avoir des productions de population qui sont techniquement peut-être un peu plus simples. Après, des lignées qui sont souvent des productions un peu avec des plantes qui sont un peu plus difficiles à produire, un peu plus sensibles, qu'il va falloir surveiller avec attention.
Des plantes hybrides, où il faudra bien souvent utiliser de la main-d'œuvre, et puis des techniques un peu plus encore engageantes en termes de main-d'œuvre, par exemple s'il y a besoin de repiquage. Les marchés qu'on va approvisionner avec nos semences aussi vont conditionner le type de semences et la manière dont on va les produire, puisqu'on va produire des semences pour la France, pour l'Europe, pour le monde, que ce soit pour des amateurs, pour des professionnels ou pour des filières avec un objectif direct de transformation. Et puis les agriculteurs et les agriculteurs entre nos clients du nord de l'Europe ou du sud de l'Asie ou de l'Afrique, on va avoir des besoins différents. Et puis certains seront en production conventionnelle, d'autres sont en production bio. Donc tout ça pour expliquer que c'est pas très monolithique, hein, la semence, c'est beaucoup de diversité. Ensuite, donc en agriculture, on aime bien réglementer. Je pense que vous êtes au courant. Mais en semences, on aime bien réglementer encore plus. On est sur des productions extrêmement normalisées, et ça sur toute la filière, hein. On va avoir au niveau de tout ce qui est création variétale des règles qui sont autour de la propriété intellectuelle, avec cette caractéristique que ces règles autour de la propriété intellectuelle, elles sont orientées pour permettre d'innover. Ça peut paraître un peu paradoxal, mais toutes les réglementations qu'on a mises en place dans notre filière, c'est des réglementations pour protéger le travail de l'obtenteur ou du créateur de variété, mais sans pour cela le confisquer. Ensuite, sur la manière dont on va produire les semences, il y a d'autres réglementations. On va avoir des zones protégées, par exemple, qui instituent que sur ces zones, la production de semences est prioritaire par rapport à toutes les autres productions de semences. Donc c'est des éléments de sécurisation aussi. Ensuite, on va avoir des règles de commercialisation. On ne peut pas vendre n'importe quelle semence. Il peut y avoir des règles sur le conditionnement, il peut y avoir des règles sur la germination minimum, sur la manière dont on va produire des semences. Et puis enfin, on a tout le cortège des règles de la circulation des végétaux, des semences et plants. Ça, c'est dans un objectif de sécurité sanitaire, essentiellement. Mais donc, un agriculteur qui voudrait se diversifier en semences et qui a un problème par rapport à la réglementation, il risque de souffrir, je vous le dis franchement. Donc, c'est quelque chose qu'il faut savoir, mais au moins, ça a le mérite de poser le cadre et poser les règles. Ensuite, les productions de semences, c'est des productions où la compétitivité, c'est un peu comme vous me direz toujours dans l'agriculture, mais peut-être encore de manière plus forte. La compétitivité, c'est un combat de tous les instants. Et c'est des productions qui peuvent avoir des niveaux de technicité qui sont variables suivant les espèces. Alors j'ai essayé de le représenter sur ce graphique. Alors il ne faut pas voir sur les tailles des différents... Il n'y a pas de corrélation sur les tailles des différents cubes qui composent les colonnes, mais tout ça pour vous dire que quand vous allez être agriculteur, producteur de semences de luzerne, l'itinéraire technique entre une production de semences de luzerne pour faire les semences et une production de luzerne n'est pas très différent, c'est pareil pour un blé. Mais il y aura quand même, notamment sur le blé, un petit peu de personnel potentiellement pour faire des épurations, pour faire des suivis particuliers. Après, on va avoir des productions hybrides avec utilisation de la stérilité, où là, ce n'est pas encore très demandant en termes de main-d'œuvre, mais d'un point de vue technique, on va avoir des semis un peu plus complexes. Donc, on va monter un petit peu en gamme de complexité. Ensuite, on va avoir des cultures avec castration, type le maïs, des hybrides castrés ou des hybrides qu'il faut suivre. Dans ce cas-là, forcément, il y aura du matériel spécifique, il y aura du temps de personnel pour les finitions. Donc, ça sera un petit peu plus complexité. Et là, on va avoir besoin de matériel un peu plus spécifique et dédié à ce type de production. Et puis, à la fin, j'ai pris l'exemple de la beltrave. C'est cultures sur lesquelles on va avoir besoin de matériel particulier, puisqu'il va falloir avoir des écimeuses, des planteuses, des arracheuses, des choses qui servent à peu près qu'à la production de ces semences. On peut avoir besoin de chambres froides.
Donc pour la plantation, on a besoin de personnel. Donc tout ça fait que cette culture, elle nécessite un fort investissement. Et là aussi, c'est un investissement qui se réfléchit sur la durée. Hein. On ne décide pas 2023, je fais des semences de betterave et 2024, je fais du blé. Hein. Quand on s'engage là-dedans, il y a des investissements derrière. Et bien évidemment, les produits bruts attachés vont varier. Sur la luzerne, on va être peut-être de l'ordre de 1 000 € de produits bruts, alors que sur une betterave, on peut monter jusqu'à 10 000 €. Donc bien évidemment, ce n'est pas le résultat. Hein. Il y a des charges aussi qui vont avec la complexité. Mais en tout cas, ça reste dans tous les cas des cultures qui sont plus rémunératrices que les cultures de consommation. Vous avez au niveau des intrants des spécificités techniques à considérer parce que vous pouvez avoir des usages qui ne sont pas autorisés en semences, en production de semences, de certains produits phyto. On a déjà eu le problème avec les dérogations néonicotinoïdes où on avait oublié les usages production de semences. Et puis on peut avoir des problèmes de sélectivité, notamment quand on produit des hybrides parce que les hybrides, c'est des lignées qu'on implante sur la parcelle et sont un peu moins solides. On peut avoir du matériel et des infrastructures dédiées, des chambres froides. Alors j'ai cité quelques matériels là, mais bon, ces matériels-là, si vous voulez faire de la diversification et acquérir ce matériel, il faut démarrer directement sur des grosses unités pour arriver à financer. Sinon, c'est là où je vous disais que l'approche collective elle est importante. L'utilisation du matériel en commun, elle est indispensable pour ce type de matériel que vous allez rentabiliser sur 1 mois et demi de l'année ou 2 mois de l'année. Et puis les risques climatiques, c'est des risques que sont connus par tous les agriculteurs, mais ils peuvent être plus importants pour certaines de nos productions parce qu'on peut avoir on a par exemple le problème dans les hybrides de la fécondation. Si on a des températures supérieures à 35 degrés, ça crame le pollen. Et pas de pollen, pas d'hybridation, pas de semences. Les aspects sanitaires. Dans les cultures hybrides qui sont rémunératrices, on peut citer les oignons. Mais les oignons, une année sur 3 ou 5, enfin, ça commence à augmenter. Vous récolterez rien parce que vous aurez eu des attaques de mildiou terribles. Donc il y a des risques spécifiques. L'innovation, je dis on est condamné à innover pour 2 raisons. Parce qu'il faut défendre notre compétitivité, je l'ai dit, et parce qu'on est un levier de transition et d'adaptation de l'agriculture, et donc il faut toujours créer de nouvelles variétés pour s'adapter aux besoins des clients agriculteurs en bout de chaîne. Mais qui dit créer de nouvelles variétés, ça veut dire aussi apprendre à multiplier ces nouvelles variétés. Donc on a un très fort turnover de ces variétés. Donc les agriculteurs, chaque année, doivent s'adapter parce que entre 2 variétés différentes, ce n'est pas toujours les mêmes dates de semis, ce n'est pas toujours les mêmes comportements, les mêmes tolérances. Et donc il faut apprendre à chaque fois. Si on pouvait multiplier les variétés pendant 5 ans, on optimiserait notre compétitivité de manière énorme. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Maintenir la compétitivité, c'est aussi travailler des problématiques de différence de substances de protection qu'on n'a pas, alors que nos compétiteurs producteurs de semences ont des produits qui sont homologués dans certains pays d'Europe et qu'on n'a pas. Et puis, maintenir la compétitivité, un des points forts, c'est qu'on a des expérimentations spécifiques semences au travers de différentes fédérations pour travailler différents sujets comme le biocontrôle, la pollinisation. Par exemple, en oléagineux, il y a eu beaucoup de travaux sur l'optimisation du dépôt des ruches, à quel moment il faut les mettre, s'il faut les nourrir ou pas. L'irrigation, les cultures, je vous l'ai dit, les cultures de semences, elles sont irriguées. Et aujourd'hui, on est clair, l'irrigation en semences, c'est une culture juste c'est une problématique de sécurisation de l'objectif. Ce n'est pas une problématique de développement de la compétitivité. Hein. Si on n'a pas ça, il n'y a pas de semences. Et là, je vous ai mis les sigles de 3 fédérations d'agriculteurs multiplicateurs qui travaillent qui ont chaque année des programmes d'expérimentation pour optimiser les systèmes de production de semences. L'approche filière, pour moi, elle est indispensable. Quand on réfléchit à la diversification, l'approche filière, elle est indispensable parce que, ça a été dit plusieurs fois, hein,
on ne produit pas pour le plaisir, on produit pour un marché. Et le fait de le raisonner avec tous les acteurs, et ça a très bien été illustré dans le cadre du bio, c'est aussi de travailler sur la chaîne de valeur, sur la juste rémunération de tous les échelons, et de pouvoir anticiper, programmer et adapter les productions par rapport aux besoins. Et ça aussi, on fait pas de à moins qu'on veuille faire une diversification en circuit court, mais si on est sur des circuits intermédiaires, voire longs, à mon avis, l'approche collective, elle est indispensable. Nous, on est une interprofession, ça fait partie de ce pourquoi on est là. Et bizarrement, le règlement OCM Munich, qu'est-ce qu'il a mis dans, qu'est-ce qu'il contient? Il contient ce que c'est une interprofession, il contient ce qu'on a le droit de faire. Malheureusement, il y a des choses qu'on n'a pas le droit de faire. Par exemple, on n'a pas le droit de discuter des prix dans le cadre d'une interprofession. Ça s'en comprend. Mais il comprend aussi, ce règlement, un chapitre qui prend de l'importance dans notre filière, c'est tout ce qui est organisation de producteurs, qui, eux, permettent d'avoir une dérogation sur les règles concernant les ententes et qui permettent de faire, quand ils ne sont pas dans des coopératives, ça leur permet de faire des négociations collectives avec des acteurs économiques. Et ça, ça se développe pas mal, et dans le sud-ouest en particulier, parce que maintenant, je crois qu'on doit être à 6 organisations de producteurs, essentiellement en maïs, mais qui commencent à s'ouvrir pour les fourragères et les semences potagères. La mise en place de règles collectives, ça permet aussi de faire coexister les différentes productions de semences de différentes maisons de semences. On a un accord, par exemple, en semences potagères, où chaque année, on se réunit et puis chacun fait part de ses intentions de placement des parcelles sur un outil cartographique, et puis on identifie les parcelles qui seront potentiellement trop proches les unes des autres pour que agriculteurs, établissements puissent discuter et trouver des solutions pour que tout le monde puisse produire sur la zone. La contractualisation, j'en ai parlé plein de fois. On a des cultures qui sont contractualisées et en plus on a réussi au niveau de l'interprofession à avoir un accord collectif sur la manière de passer ces contrats. On a une base contractuelle qui existe pour toutes les espèces de semences, qui s'appelle la convention type de multiplication, qui est en plus un accord interprofessionnel étendu, donc à valeur de loi. Aujourd'hui, on ne peut pas passer un contrat de multiplication de semences s'il ne respecte pas les principes de la convention type. Donc ça, c'est un élément de sécurisation, un rétablissement de l'équilibre des forces entre établissements producteurs et agriculteurs multiplicateurs. Et puis, on a aussi une commission de conciliation. Quand il y a un problème, ça peut arriver, dans le cadre de l'exécution d'un contrat, avant d'aller au tribunal, il y a un jugement par les pairs qui est possible. Le raisonner collectif, ça permet aussi de mettre en commun des moyens pour maintenir la compétitivité, ce qu'on ne pourrait pas faire au niveau individuel. Aujourd'hui, dans le domaine semences, l'ordre dit des appels à projets pour la compétitivité production de semences, c'est de l'ordre de 600 000 € d'expérimentation qu'on développe chaque année. Donc, ce qu'on ne pourrait pas faire dans le cadre d'opérateurs individuels ou d'agriculteurs dans son coin. Et puis, là aussi, pour accompagner un agriculteur qui produit des semences, on considère qu'il est opérationnel au moins au bout de 2 campagnes. Il faut au moins ça pour découvrir le métier, apprendre les basiques. Et démarrer tout seul, parce qu'il y a beaucoup de spécificités, c'est pas évident. Et pour l'appui technique, il y a certes les entreprises productives qui peuvent en fournir, mais il y a aussi beaucoup d'associations et de fédérations d'agriculteurs multiplicateurs qui sont en capacité de faire de l'appui technique. Moi, j'en ai parlé tout à l'heure, tels que la FNAPS, la GPM Maïs Semences, sur les aspects vraiment spécifiques semences, avec bien sûr l'appui des instituts techniques sur les aspects de l'espèce, comme Arvalis, comme Terrinovia et autres. Oui, je vais conclure. Dernier point, pour sécuriser la transition ou la diversification, il y a quelque chose qui me paraît indispensable, c'est la sécurisation économique. Et c'est un sujet qui a été très travaillé au sein de notre filière à différents niveaux. Alors bien sûr, les assurances multirisques climatiques avec les difficultés qu'on connaît pour avoir des offres adaptées avec des tarifs raisonnables, mais aussi par beaucoup de syndicats de niveau départemental qui arrivent à mettre des systèmes de caisses de péréquation
pour que les années où il y a le rendement n'est pas forcément à l'arrivée, pour que l'agriculteur soit gardé à flot. Alors ça permet en gros de couvrir ses charges, mais ça permet de ne pas s'écrouler dès qu'il y a une mauvaise année. Et ça, c'est vraiment fondamental parce que le raisonnement de la diversification, et en semences en particulier, ça s'inscrit sur la durée. C'est ma conclusion. Mais ce que je voulais dire, c'est qu'en tout cas, en semences, il y avait des opportunités. Alors, sur les grandes cultures, sur les années à venir, ça ne sera peut-être pas évident, mais sur les potagères, il y a notamment pas mal de demandes autour de production de semences d'oignons. Il y a des demandes autour des productions de semences de fourragères, de luzerne, de trèfle incarnat. Mais avec cette limite qu'il faut de l'irrigation. Il faut être capable d'innover. Mais comme c'est une organisation collective, il y a beaucoup de solidarité. C'est quelque chose qui permet de sécuriser et d'aider un agriculteur qui voudrait opter pour ce mode de diversification. Et surtout, cette diversification, ce n'est pas une opportunité sur une année, c'est quelque chose qui doit se raisonner sur la durée parce qu'il y aura forcément des années mauvaises. Voilà, merci de votre attention. Merci Régis. On a le timing qui est bien avancé. On va prendre une question et puis après on enchaînera sur la table ronde. Je vous remercie. C'était une question par rapport, vous avez parlé de caisse de péréquation qui garantit les risques auprès des exploitants. Est-ce que vous avez un exemple où est-ce qu'on peut trouver là? Alors, c'est particulièrement développé au sein des syndicats de producteurs de semences de maïs. En fait, c'est des fonds qui sont abondés à la fois par les agriculteurs multiplicateurs et par les entreprises productrices de semences. Alors en général, il y a un fonds par entreprise de semences et ça permet d'avoir un capital coup dur et ensuite ils font une commission paritaire entre agriculteurs et établissements pour voir si certains agriculteurs peuvent être remontés. Donc c'est un raisonnement individuel. Après, il y a des visites. Bien évidemment, c'est si l'agriculteur a joué le jeu, qu'il a bien fait tout l'itinéraire technique, qu'il s'est donné, et en général, ça permet de remonter son revenu à un niveau acceptable pour couvrir les frais. Parfait, merci. Alors je vous propose de clôturer cette première partie, et puis la réponse que tu viens d'apporter ou la question sur les caisses de péréquation, je pense que ce sera aussi un élément qui pourrait être abordé lors de la table ronde.